toutes les actions qui ont ceci pour objet, à savoir de mener une vie exempte de peine et agréable, ne sont-elles pas belles? Et ce qui est un bel ouvrage, n'est-il pas bon et utile? Je reprends, chère Antonine, en ce jeudi 30 avril, ces propos que tient Socrate dans le Protagoras de Platon, propos que j'ai déjà évoqués lors de ma lettre 9. Il y était question de la stratégie à adopter pour l'action dont le bonheur ou le moins de malheur possible était le but supposé. Il me fallait donc m'appuyer sur une définition sommaire du bonheur qui puisse nous faire progresser dans notre réflexion sans pour cela se lancer dans une justification complète et détaillée. C'est pourquoi j'avais décidé d'emprunter cette définition socratique, très suggestive, mais sans prendre la peine de l'expliquer davantage. Il est temps ici d'y revenir pour la déplier un peu. Je l'avais choisie car elle rencontre, je crois, l'avis du plus grand nombre, surtout lorsqu'elle associe le bonheur à une vie exempte de peine et à une vie agréable. Cette idée est d'ailleurs contenue dans le terme de bonheur, qui étymologiquement se partage en heure et qui signifie sort, destin ou chance d'un côté, et en bon de l'autre. Le premier terme nous est resté dans l'expression assez vieillie au demeurant d'avoir l'heure de connaître quelqu'un, c'est-à-dire avoir la chance ou le plaisir de le connaître. Le sens du bonheur exprimé par Socrate est donc en l'occurrence très simple et très concret. Le bonheur veut dire tout simplement le fait d'avoir un sort ou un destin ou encore une vie favorable, propice, agréable, plaisante ou enfin exempte de peine. En d'autres termes, le fait d'avoir une vie bonne. La notion du bonheur ainsi tracée ne soulève pas trop d'objections, et tout le monde, je crois, s'accordera à dire que c'est ce que chacun recherche, une vie qu'il estime bonne. L'idée selon laquelle tout homme recherche le bonheur est une idée très partagée dans la philosophie antique. Elle est énoncée au commencement de l'Éthique à Nicomaque d'Aristote, qui déclare que tout art, toute recherche, toute action et tout choix tendent vers quelque bien, à ce qu'il semble. Dans la foulée, il ajoute que tout homme assimile le fait de bien vivre et de réussir au fait d'être heureux. Mais poursuit-il, le désaccord entre les hommes apparaît lorsqu'il s'agit de définir ce que peut être une vie bonne, ou encore la nature même du bonheur. Qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce que le bonheur? Question dont la réponse est difficile. Mais faut-il la laisser de côté sous le seul prétexte de la difficulté qu'elle soulève? Ce n'est bien sûr pas l'avis du philosophe. C'est en revanche, selon Aristote, l'avis de la plupart des hommes qui renoncent à la question, laissant supposer ainsi que leur propre manière de vivre constitue un critère suffisant pour savoir ce qu'est le bonheur. Je te rappelle ces propos d'une grande pénétration et que j'ai déjà cités. Les hommes, dit Aristote, et il ne faut pas s'en étonner, paraissent concevoir le bien et le bonheur d'après la vie qu'ils mènent. On retrouve chez Aristote l'attitude toute paradoxale qui est la marque de l'exercice philosophique et qui consiste à ne pas prendre la pensée commune pour argent comptant. Comme toute pensée, la doxa doit faire l'objet d'une question afin d'évaluer si elle vaut la peine d'être suivie. Or, penser qu'on peut être à soi-même la mesure de son propre bonheur est une aberration. Si je possède la connaissance des échecs, je peux tout au plus vouloir m'améliorer. Et je ne peux m'améliorer qu'en quittant mon état de connaissance actuel en vue de progresser vers un état de connaissance que je ne possède pas encore. Et pour cela, il va falloir que je me nourrisse à d'autres sources de connaissances que moi-même et que j'y réfléchisse
et que je pratique surtout les échecs afin de nouer ces nouvelles connaissances à mon être. Il en va de même pour toute autre capacité humaine, a fortiori pour la capacité à se rendre heureux. En effet, comment peut-on trouver en soi, dans l'état exact où l'on se trouve, la réalisation parfaite de ce qu'on désire? Si on le désire, c'est qu'on ne le possède pas encore. Et ce qu'on possède déjà, à quoi bon le désirer? Dans le banquet, Socrate résout la question en précisant que celui qui recherche le bonheur est un être de désir qui, quant à lui, se situe nécessairement entre l'ignorance et le savoir. Il ne peut être complètement ignorant, sinon il ignorerait même qu'il lui est loisible d'acquérir la sagesse qui le rendrait heureux. Il ne peut pas non plus être totalement sage, auquel cas il ne serait pas un homme, mais Dieu, et comme tel n'aurait plus besoin d'ajouter une once de sagesse à la sienne, qui par définition est pleine et entière. Cet homme, qui comme tout homme recherche à être heureux, doit par conséquent accepter son état de désir continuel, désir que seule la mort arrêtera. Il doit aussi accepter l'effort réflexif à produire pour déterminer ce qui peut faire honorablement l'objet de son désir, pour que sa vie devienne bonne ou la moins malheureuse possible, tout en sachant qu'elle ne le deviendra jamais complètement, la désirant comme telle, sans cesse jusqu'à la mort. Toujours est-il que cet effort consiste à aller au-delà de l'opinion commune, qui se complaît à se contenter de l'état dans lequel elle se trouve. Il doit la surmonter pour accéder à une définition évolutive du bonheur qui lui servira de guide pour l'ensemble de ses décisions quotidiennes et de ses activités. Je laisse ici de côté la démonstration magistrale d'Aristote, qui voit en l'homme prudent la réalisation optimale du bonheur sur terre. Je te la laisse découvrir si le cœur t'en dit. Elle en vaut la peine. J'en viens à la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi la définition du bonheur que Socrate énonce dans le Protagoras, toute suggestive et sommaire soit-elle. Si pour une part, cette définition se conforme à l'opinion commune, en indiquant que le bonheur est le fait d'avoir une vie bonne, elle tend à s'en distancier de l'autre, en précisant que cette vie doit être aussi une belle vie. Aux yeux de Socrate, non seulement une vie bonne est une vie belle, mais la réciproque est aussi vraie. Lorsque la vie est belle, elle est nécessairement une vie bonne. Comment comprendre cela? Notre parcours dans l'économique de Xénophon nous a permis de comprendre comment il était possible de mettre sur le même plan l'utile et le bon. De fait, on a vu comment Iskomak, en subordonnant ses activités économiques au bien public, s'appuyait sur une échelle de valeurs qui place la reconnaissance qu'il peut avoir de la cité plus haut que la jouissance personnelle de ses propres productions économiques. Ce faisant, il opte pour un régime de vie caractérisé par une sobriété éclairée, qui consiste à faire régulièrement le compte de ce dont il a réellement besoin pour accomplir ses devoirs de citoyen. Cette manière de mettre l'économie au service de quelque chose de plus grand qu'elle conduit Iskomak à pratiquer un art de l'économie extrêmement mesuré et sain. En tous les cas, un art qui tend à faire en sorte que les peines soient toujours inférieures aux bénéfices acquis. Cette définition de l'art économique s'identifie très étroitement à la définition du bonheur donnée par Socrate, où il s'agit d'avoir une vie la plus exempte de peine et la plus agréable possible. Cela suppose, bien sûr, un calcul des peines et des plaisirs grâce auxquels on sera capable d'en mesurer la valeur et de se choisir les plaisirs les plus grands et autant que possible de fuir les peines les plus lourdes.
Ce calcul suppose tout d'abord qu'on tienne compte des différentes dimensions de l'être de l'homme et qu'on ne s'applique pas, comme on le fait de nos jours, à réduire son existence aux seules considérations économiques. Dans la foulée, le calcul des plaisirs et des peines consistera à écarter toutes sortes de plaisirs qui, dans leur immédiateté, semblent pouvoir apporter une certaine satisfaction, mais qui sur le long terme peuvent s'avérer très nuisibles. Enfin, il suppose aussi qu'on consente à quelques peines qui s'avéreront quant à elles infiniment bonnes et utiles par la suite et sur la durée. Ainsi, manger du sucre, pour prendre un exemple simple, pourra provoquer une espèce de plaisir, certes, mais très localement situé. On sait en revanche qu'une consommation régulière de sucre ne contribue pas à une bonne santé et dans certains excès peut même la corrompre gravement. D'un autre côté, il pourra paraître pénible de faire de l'exercice physique, mais cet exercice s'avère salutaire sur le long terme. Il faut donc viser des plaisirs plus durables et plus grands, même si cela revient à écarter toutes sortes de plaisirs ou à consentir à des peines qui apparaissent comme telles dans leur immédiateté, mais qui par la suite, pour les premiers s'avèreront nuisibles et pour les secondes profitables. Et chacun sait que la santé est un plaisir à vivre beaucoup plus important et beaucoup plus durable que tout autre plaisir du corps, bien qu'elle apparaisse assez insaisissable et assez diffuse dans l'impression qu'on peut en avoir quotidiennement. Il n'en faut pas moins s'efforcer à l'acquérir à tout prix par un régime de vie lui-même sain et s'éloigner autant que possible de plaisirs éphémères et nuisibles, bien que directement plus intenses. On peut pousser plus loin le raisonnement. Comme nous le montre Iskomak, il est tout à fait possible et même souhaitable de consentir à des activités économiques qui engagent leur lot d'efforts, mais en escomptant l'obtention d'un bénéfice sur un autre plan qu'on estime encore plus profitable que la seule satisfaction des besoins de nature économique. Ainsi, l'ascète, par exemple, s'astreint à un régime alimentaire pour le moins austère, mais dans le seul but d'en tirer un bénéfice sur le plan spirituel. Par ce régime, il souhaite acquérir une maîtrise de ses besoins corporels en les réduisant à leur plus simple expression. Et ce n'est qu'une fois qu'il parvient à maîtriser ses désirs corporels que ses désirs de spiritualité peuvent s'épanouir, diminuant ainsi le risque qu'ils soient entravés dans leur marche par les premiers. De cette manière, l'ascète produit un effort de nature économique pour en retirer des bénéfices de nature spirituelle, bien que procédant de cette façon, l'ascète atteigne à une efficacité économique sans égale, puisqu'il en accomplit le principe essentiel, qui consiste à minimiser les dépenses et à maximiser les recettes. Comme le rappelle Sénèque, grand philosophe stoïcien du 1er siècle de notre ère, dans ses lettres à Lucilius, je cite, « Ce n'est point d'avoir peu, c'est de désirer plus qu'on est pauvre. Qu'importe combien cet homme a dans ses coffres, combien dans ses greniers, ce qu'il engraisse de troupeaux, ce qu'il touche d'intérêt, s'il dévore en espoir le bien d'autrui, s'il suppute non ce qu'il a acquis, mais ce qu'il voudrait acquérir. Quelle est la mesure de la richesse, diras-tu ? D'abord le nécessaire, ensuite ce dont on se contente. » Fin de citation. Ce n'est point d'avoir peu qu'on est pauvre, mais c'est de désirer plus. Celui qui désire ce qu'il ne possède pas encore, sans pouvoir se contenter de ce qu'il possède déjà, s'engage à des dépenses infinies et parfaitement inefficaces, puisque son désir se voit sans cesse reconduit après chaque nouvelle possession. En revanche, celui qui se contente de peu et de moins encore, s'il est possible, parvient à limiter au maximum ses dépenses
et à satisfaire ses besoins essentiels, à la faveur d'un contentement hautement profitable. Si l'on considère l'attitude d'Iskomak à la lumière des présupposés productivistes et consuméristes, on y verra sans doute une profonde absurdité. On s'apercevra en effet qu'Iskomak ne parvient en aucun cas à jouir des richesses qu'il s'efforce pourtant à produire, puisqu'il a décidé de les mettre au service de la communauté avant sa jouissance personnelle. Ce qui est une aberration pour notre façon actuelle de concevoir l'économie, qui fait de la consommation privée le fondement de tout bonheur, et de l'excitation continue de tous les désirs, le fondement de la réalisation du soi. À cela s'ajoute, aberration ultime, le mode de vie sobre et d'apparence très austère auquel Iskomak s'adonne, mode de vie qui jure très nettement avec les commodités d'existence auxquelles nous nous sommes habitués. Cependant, ce sont précisément cette sobriété et cette austérité qui lui confèrent vigueur, force et santé. C'est la pratique constante d'un calcul rigoureux des peines et des plaisirs et la maîtrise de son économie qui le libère quotidiennement et le temps venu de tout souci économique. C'est en outre en faisant de l'économie un moyen pour accomplir quelque chose de plus grand qu'il devient, comme l'ascète, un bon économe. Aussi, à aucun moment, son action n'est entravée et alourdie par cette quantité infinie de choses inutiles dont on s'embarrasse lorsqu'on ne prend pas la peine de les passer en revue pour en évaluer leur réelle utilité et leur réelle bonté. Le mode de vie adopté par Iskomak parvient à mettre sur un plan d'égalité le bon et l'utile, non seulement pour la cité, mais aussi pour lui-même. Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile à l'abeille non plus, disait Marc Aurèle. C'est-à-dire que ce qui est bon et utile pour la cité est bon et utile pour soi. Et inversement, ce qui est bon et utile pour soi est bon et utile pour la cité. Ces rapports entre le bon et l'utile d'un côté et le bien de la cité et le bien pour soi de l'autre ne sont possibles que lorsque l'homme transcende ses activités économiques par des motifs de nature politique qui, quant à eux, regardent surtout la relation qu'il peut avoir avec ses semblables. Ces rapports en deviennent d'autant plus réels et réalisables lorsque la relation entre les hommes ne se réduit pas à des considérations économiques, mais s'élève à un niveau symbolique. De fait, le plus important à voir, comme je l'ai déjà souligné, c'est la stratégie choisie par Iskomak qui consiste à échanger des biens de nature économique en biens de nature symbolique. C'est cette opération qui s'avère véritablement bénéfique, puisqu'elle décharge le citoyen de l'obsession de l'efficacité économique qui serait devenue à elle-même sa propre fin, pour un souci de nature symbolique dont la portée et le gain dépassent le simple bonheur personnel de l'individu pour s'étendre à celui de la cité tout entière. De là, une communauté politique devient possible. Cependant, Iskomak ne vise pas seulement à ce qu'on le reconnaisse comme un homme utile et bon. Il veut aussi qu'on le reconnaisse comme un homme également beau. Sachant que pour lui, la beauté n'est absolument pas accidentelle. À ses yeux, comme aux yeux de Socrate, l'homme devient beau parce qu'il est devenu bon. Et plus il devient bon, plus il paraîtra beau. Kalos kagaton, en grec, à la fois bon et beau. Stratégiquement, encore une fois, c'est imparable. Si l'on fait des hommes et des femmes utiles à la cité, le critère pour déterminer ce qui est beau et ce qui est laid, cela entraînera un élan de la plupart des citoyens pour être reconnus comme tels, à la fois bons et beaux. Et plus le modèle de beauté s'associera à un modèle de bonté et d'utilité réelle, plus cet élan deviendra massif
et plus il s'avérera salutaire à la cité, ainsi qu'aux hommes et aux femmes qui la composent. Essayons de comprendre comment Xénophon concrètement parvient à nouer dans son dialogue la bonté, l'utilité et la beauté dans le personnage qu'est Iskomak. La stratégie consiste à établir des critères de bonté dont l'expression a pour fondement les activités qui seront en même temps les plus efficaces d'un point de vue économique et politique. C'est ainsi que Socrate et ses interlocuteurs insistent pour voir dans l'agriculture le genre de vie le plus beau, le meilleur et le plus agréable. Iskomak relate sur ce point une discussion qu'il a eue avec sa femme, qui avait décidé de se maquiller dans l'espoir de continuer à lui plaire. Iskomak l'invite incontinent à ne pas se contenter de paraître belle, mais de l'être effectivement. Comment ? Être effectivement belle, cela consiste à s'appliquer tout simplement aux divers travaux qui lui reviennent et qui requièrent une certaine vigueur corporelle et de longs déplacements à pied en sa qualité d'intendante. Iskomak ajoute qu'en prenant ainsi de l'exercice, elle aurait plus de plaisir à manger, qu'elle se porterait mieux et y gagnerait réellement de plus belles couleurs. Pareillement, l'homme est considéré comme beau dès lors qu'il manifeste des signes indiquant qu'il œuvre à l'extérieur en tant que propriétaire terrien, mais aussi en tant qu'homme de guerre. On voit comment les signes de beauté rencontrent de manière très étroite les activités jugées les plus utiles pour le bien de la cité. La guerre, quant à elle, confère aux citoyens non seulement une allure assurée et décidée, mais aussi les marques du dévouement ultime dont il fait preuve pour le salut de la cité quand elle se voit directement menacée. Cela dit, de manière générale, ce ne sont pas ces dispositions physiques qui sont les plus grands motifs de beauté aux yeux d'Iskomak. Ce qui lui apparaît le plus beau, c'est une qualité morale. Cette qualité se résume en ceci: savoir porter secours à ses amis, à la fois sur le champ de bataille, mais dans leurs diverses activités dans la cité, qu'elles soient de nature économique ou politique. Cette activité civique était la valeur suprême à cette époque. L'Alcibiade, cet autre dialogue de Platon, dont je t'ai déjà parlé, en témoigne de manière éloquente. Il en est question quand Alcibiade n'est pas en mesure de s'expliquer clairement sur le sentiment de justice qui l'anime pourtant. Socrate l'invite alors à mettre de l'ordre dans ses pensées et surtout l'encourage du mieux qu'il peut à prendre soin de lui de la manière qu'il faut. Il doit l'encourager, car bien qu'Alcibiade témoigne d'une grande beauté et d'une belle réputation, qui constitue pour lui une zone de confort extrêmement séduisante, il va devoir en sortir pour véritablement se soucier de lui-même. C'est alors que Socrate va chercher en lui ce qu'il y a de plus radical et de plus fondamental pour en faire l'appui et le pivot de toute la discussion qui va suivre, ainsi que la base même du souci de soi dont il est question dans le dialogue. L'élan fondamental qui caractérise Alcibiade est un élan radicalement citoyen. Cet élan vient directement de son thumos et se marque par la qualité morale qu'est le courage. Socrate lui demande si du courage il accepterait d'être privé. Alcibiade, absolument déconfit par toutes les autres questions de Socrate qui le conduit à admettre sa profonde ignorance, cette fois-ci n'hésite pas un seul instant et affirme « Je n'accepterai pas de vivre si ce devait être en lâche. » Le mal suprême, poursuit Socrate, alors, c'est, à ton avis, la lâcheté ? Et Alcibiade de répondre « Je l'affirme. » On pourrait ici encore objecter qu'il ne s'agit là que d'une exaltation des valeurs guerrières.
Mais il faut sauter par-delà les préjugés qui nous empêchent de voir ce qu'il y a de plus lumineux dans cette parole radicalement authentique et qui sort des tréfonds même d'Alcibiade. De fait, le courage a été défini par les deux interlocuteurs quelques instants auparavant comme la capacité de porter secours à ses amis, a fortiori lorsque la situation implique un risque pour soi-même. Les circonstances ultimes entre toutes, pour Socrate et Alcibiade, eu égard à la situation politique qui est la leur, c'est bien sûr le champ de bataille où l'on reçoit des blessures et où l'on trouve même la mort pour s'être porté au secours d'un camarade ou d'un parent. Mais cette définition est assez extensive pour valoir dans des circonstances différentes de celles de la guerre. Dès qu'il y a un danger pour autrui, on est en droit d'éprouver ce courage qui nous pousse à le secourir, quand bien même on risquerait sa vie ou sa réputation aux yeux de qui ce danger n'apparaîtrait pas réel, aveuglés qu'ils sont par je ne sais quelle ignorance relative au bien public et à la dignité humaine. L'histoire des hommes regorge de témoignages d'hommes et de femmes qui ont réellement fait preuve de ce type de courage. Il faut juste avoir les yeux pour le voir et le comprendre. Quoi qu'il en soit, ce qu'il importe de noter dans la conversation entre Socrate et Alcibiade, c'est que la question qui conduit au courage n'est pas directement celle de l'utilité ou de la bonté, mais celle de la beauté. Avant même d'être jugé bon et utile, le fait de porter secours à ses amis ou à ses parents, cela est beau, et d'une beauté qui surpasse toutes les autres. Pourquoi cette action est-elle jugée belle par Socrate et Alcibiade ? Tout simplement parce qu'elle comporte le risque d'un mal. Le courage ne conduit pas uniquement à quelque chose de bon, puisqu'il n'est pas bon de perdre sa vie. Or, pour sauver un ami, il est parfois nécessaire de risquer sa propre vie. Et c'est la prise de ce risque en toute réflexion et en toute conscience qui fonde justement le courage et qui rend l'action belle entre toutes. Ce sentiment de beauté est encore partagé de nos jours lorsqu'on ne peut s'empêcher de trouver beau le dévouement du corps infirmier qui prend le risque d'être atteint d'une maladie grave et létale en vue de soigner des gens en danger eux-mêmes. À ce titre, tu ne peux pas savoir, mon Antonine, à quel point nous sommes tous fiers de toi, bien que très inquiets. Tout cela élève la beauté bien au-delà de nos qualités physiques et des objets qu'on dispose autour de soi. La beauté s'élève ainsi au niveau des dispositions de l'esprit et de l'âme du citoyen. Ces dispositions sont des dispositions qu'on acquiert par l'exercice et l'habitude. Aristote les nommait exis. Elles renvoient à ces dispositions cardinales que sont le courage, la tempérance, la justice, la prudence ou la sagesse, et culminent dans cette autre notion si importante appelée arrêter, et qu'on a traduit longtemps par vertu, mais qui se traduit mieux par le terme d'excellence. Chère Antonine, je terminais ma lettre précédente en te disant qu'il nous fallait trouver le modèle éthique capable non seulement de remplacer celui que nous avons suivi pendant des siècles et qui a été particulièrement encensé ces dernières décennies, mais aussi capable de répondre à la situation de crise permanente à laquelle nous conduisent nos manières de vivre productivistes et consuméristes. Le modèle éthique que nous recherchons doit indiquer les dispositions qui rendront les hommes et les femmes tout à la fois utiles, bons et beaux, et cela dans ces circonstances particulières que nous connaissons. Ces dispositions, à la fois physiques et morales, regardent toutes les dimensions de l'être. Tout d'abord, son rapport à ses activités économiques, de sa production à sa consommation. Ensuite, son rapport à son désir de reconnaissance. Et enfin, son rapport au savoir par lequel, comme le dit Socrate, il saura se rendre plus fort que lui-même
et non pas plus faible. Je n'aborde ici que le seul volet économique, et je terminerai mon propos par cela. J'aborderai les autres dispositions morales dans ma prochaine et dernière lettre. À l'appui de nos précédentes réflexions, le modèle qui m'apparaît le plus pertinent de suivre est celui de l'ascète, modèle incarné par Socrate, et il faut le dire, par la majorité des sages de l'histoire de l'humanité. Ce modèle se fonde sur l'évaluation réfléchie et éclairée de ces divers désirs pour accorder au plus important le souci le plus grand, compte tenu aussi des activités qu'on mène. Or, bien que sans une bonne économie, la vie qu'on mène devient très difficile à vivre, il n'en reste pas moins que l'économie ne doit pas être la fin dernière de l'existence. Une économie est ce sans quoi l'homme ne peut vivre, mais elle n'est pas ce pourquoi l'homme vit. Il vit pour autre chose. L'histoire nous montre aussi que l'homme vit surtout pour se voir reconnu par ses semblables. L'homme est avant toute chose un être de symboles. Or, cette reconnaissance se fonde sur sa capacité à se rendre utile d'une quelconque manière à ceux dont il veut se voir reconnu, car ultimement ces derniers n'accepteront jamais de le reconnaître s'il leur est nuisible. Comment, dès lors, dans les circonstances politiques qui sont les nôtres, reconnaître comme bon, sinon du moins comme enviable, l'avis de celui qui participe à la consommation la plus débridée et par cela à la destruction des ressources vitales de la planète, dans l'espoir de plus très malsain de se voir reconnaître par ses semblables comme quelqu'un qui réussit. Ce modèle doit être conçu dès lors comme une aberration et apparaître aux yeux de tous comme marqué d'une extrême laideur, sinon d'un parfait ridicule. Cet homme est d'une laideur accomplie, car il songe d'abord à la satisfaction de ses besoins personnels, avant de songer au bien d'autrui. Mais son ridicule n'a pas d'égal, car il est prêt à se ruiner le corps et l'esprit pour montrer à autrui qu'il réussit socialement, ce qui contrarie fondamentalement ses premiers désirs de satisfaction personnelle. Mais de plus, comble du grotesque, il pense qu'il est en droit de se voir reconnu par ses semblables, alors qu'il s'applique avec beaucoup d'apprêt et de minutie à leur nuire. Cet homme-là est ridicule et laid. Certes, à l'instar d'Iscomaque, il demeure tout à fait loisible à quiconque de participer à un effort de production qui s'avérera utile à la société, dans les bornes bien sûr d'une compréhension aiguë des véritables besoins de l'homme et à la faveur d'une exaltation des dispositions qui rendent les hommes capables d'un juste partage. Mais le seul modèle qui à l'heure actuelle ferait d'un homme ou d'une femme un être tout à la fois bon, utile et beau, c'est sans conteste le modèle de l'ascète. Sa beauté apparaîtra de ce point de vue éclatante, car ses efforts en matière d'économie ne visent pas d'abord ses seules satisfactions personnelles, mais celles du plus grand nombre, lui-même se contentant de ce qui lui est nécessaire pour accomplir toutes ses activités en vue de conserver la santé et la vigueur requises pour son bien-être et celui des autres. Diogène le chien avait pris l'habitude de se balader en pleine journée en tenant une lanterne à la main et disant « Je cherche un homme ». L'homme est la femme que nous cherchons, chère Antonine. Cet homme et cette femme sont des ascètes, à la faveur d'une sobriété et d'une tempérance réfléchie et éclairée de leurs désirs, mais aussi de ceux d'autrui, et cela afin de se rendre aux autres, mais aussi à soi-même, bon, utile et beau. En revanche, la laideur et le ridicule appartiendront à tous les autres, qui continueront à s'entourer d'objets dont ils peinent à leur trouver une utilité quelconque
et qui très objectivement leur nuisent tout autant qu'ils nuisent à la planète entière. Je sais combien, mon Antonine, tu es belle, toi, qui t'es contentée de si peu pour te soucier ainsi des autres, dans les soins quotidiens que tu leur apportes. Et bien que ces soins se rapportent directement à leur corps, combien encore je sais que c'est leur âme que tu regardes pour aussi en prendre délicatement soin et discrètement. Comme tu es belle, ma fille, puisses-tu continuer à m'inspirer moi-même pour que je m'efforce de m'ôter à toute ma laideur passée qui, avant que la philosophie ne me rencontre, alourdissait ma vie dans les abysses les plus ténébreux et la traînait dans un ravin d'ombre et de mort. C'est toi maintenant, et tous ceux qui te ressemblent, qui sont la lumière de la vie et la voie de l'espérance. Ton Père qui t'aime.